Alors, comment faire pour mettre en place de la rééducation en réanimation ? Déjà, pour être sûr de parler le même langage, je vais parler de qu'est-ce que c'est que la rééducation et notamment des principes de rééducation. Quand on parle de rééducation, les premiers intervenants auxquels on pense sont les kinésithérapeutes qui font une rééducation spécialisée. Et quand on a de la chance, on peut avoir des intervenants type orthophoniste, neuropsychologue ou ergothérapeute qui viennent ponctuellement faire des bilans en réanimation. Mais ce que j'aimerais vous transmettre via ce topo, c'est qu'en fait, vous êtes les premiers soignants médico-rééducatifs, vous, médecins d'anesthésie et réanimation, et les infirmiers et aides-soignants qui êtes au quotidien proches de vos patients et qui prennent en charge vos patients. Parfois, il peut y avoir des coordinateurs de soins rééducatifs qui sont des MPR, et pensez souvent qu'il y a des alliés très précieux que sont les familles qui peuvent permettre de déléguer certains soins, notamment lors des repas, des soins, du temps de soignants infirmiers qui est précieux aussi. Qu'est-ce que c'est que la rééducation ? C'est un traitement qui a des indications, une dose, une durée, une posologie, et dont l'effet doit pouvoir être mesurable. L'idée, c'est d'organiser un programme personnalisé pour le patient qui suit un objectif ou des objectifs qui doivent être hiérarchisés le plus pertinent possible pour le patient. On utilise différents moyens et il faut réaliser un bilan avant et après intervention pour savoir si la rééducation a été efficace. Un objectif pertinent pour le patient, il suit des critères SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, relevant pertinent pour le patient et qui peut s'atteindre dans un temps limité. Et il faut savoir que chaque objectif doit être le plus proche des déficiences et de la clinique du patient, mais il existe pas mal de difficultés pour mettre en place et définir ces objectifs. Le patient, quand il est sédaté ou qu'il a des troubles de la conscience, du comportement, il n'est pas en capacité d'exprimer ses besoins et ses difficultés. Il peut y avoir besoin d'une adaptation de la rééducation au quotidien selon l'évolution médicale du patient. Et puis, il y a très souvent plusieurs déficiences avec limitation d'activité parce qu'il y a des atteintes cognitives, comportementales, motrices, avec des retentissements sur les capacités de transfert, de déplacement et de communication. Pour pouvoir mettre en place une rééducation spécialisée, il faut qu'il y ait des prérequis. Et ces prérequis concernent la douleur, l'orientation, le sommeil et l'énergie physique et cognitive de vos patients. Vos patients, quand vous les interrogez en visite le matin, ils ne vous disent pas qu'ils ont mal parce qu'ils sont allongés et au repos. Mais il faut savoir que c'est extrêmement fréquent qu'ils ressentent des douleurs, surtout pendant les soins infirmiers ou en kinésithérapie. Et il faut savoir dépister ces douleurs pour pouvoir les traiter de façon préventive par des antalgiques systématiques 30 minutes à 1 heure avant les soins. Comprendre que le patient qui est désorienté et anxieux et qu'il existe des moyens simples dans votre quotidien pour pouvoir l'orienter et le rassurer, à savoir lui donner la date du jour et savoir se représenter tous les jours quand il y a une cérébrolésion. On sous-estime le délirium de réanimation et il suffit parfois de mettre une horloge avec des piles qui marchent en chambre et avoir une chambre avec une fenêtre pour qu'il y ait une orientation qui puisse se faire et faire... Voilà. Ne pas oublier aussi les lunettes pour les patients malvoyants, c'est un détail, mais voilà, ça aide. Pour ce qui est du sommeil, il est très souvent mis à mal en réanimation. Il faut avoir une vigilance quant à la gestion des alarmes, savoir se réinterroger sur les seuils pour pouvoir limiter le bruit dans la chambre, essayer d'éviter les soins la nuit, et se dire qu'un traitement hypnotique ne permet pas d'avoir une qualité de sommeil suffisante aux patients comme pour avoir une énergie physique et cognitive suffisante, ne serait-ce que pour se mettre assis au fauteuil. Il faut savoir interroger le moral parce qu'il peut y avoir un syndrome anxio-dépressif ou une tristesse de l'humeur qui vient gêner la prise en charge et ne pas hésiter à proposer aux patients de rencontrer un psychologue quand c'est possible. Pensez toujours que quand le patient perd du poids, en fait, il perd du muscle, il ne perd pas de la graisse et adapter autant que faire se peut l'apport calorique du coup à cette perte de poids et à la situation médicale. Si on parle d'objectifs,
il y a un seul objectif commun rééducatif que vous connaissez, qui est la prévention des complications de décubitus. Et c'est en fait prévenir ces complications évitables qui permet aux patients de bénéficier d'une rééducation la plus précoce et intensive possible. Et puis ensuite, on peut parler d'objectifs spécialisés avec des rééducateurs spécialisés qui concernent les capacités de transfert, de communication, de déglutition, d'éveil et de ventilation. Dans le meilleur des... Voilà, je vais vous parler de programmes de soins. Si juste un focus sur ces objectifs, cet objectif commun, et notamment sur 4 éléments qui sont importants et qui sont évitables et qui entraînent des complications qui peuvent entraîner une aggravation du pronostic vital de votre patient et aussi être une source de handicap. Savoir que la constipation chez le blessé médulaire, il faut la traiter par des laxatifs systématiques. Votre patient qui a une atteinte neurologique centrale, il a une atteinte neurologique de son péristaltisme et ça ne marche pas. Il faut être préventif et anticiper qu'il y aura un trouble du transit. Les SCAR, je pense qu'il faut apprendre à vos équipes infirmières à vous signaler les SCAR dès le stade 1 pour pouvoir mettre en place le traitement, le seul traitement qui est en fait la décharge et les alternances de position et toutes les 4 heures. Voilà. Savoir mettre en place aussi des dispositifs et du matériel qui permettra de prévenir ces complications. C'est simple, c'est un coussin, mais voilà, ça peut faire gagner du temps à un patient qui risque de se compliquer, surtout pour les lésions médulaires, où ça peut entraîner des conséquences avec des lésions qui évoluent en VAC, des chirurgies à répétition et un patient qui prolonge sa durée de séjour. Il existe une déformation neuro-orthopédique de la cheville qui est évitable, qui s'appelle l'équin, qui survient pour tous les patients neurologiques centraux ou périphériques et qui peut être prévenue par des bottes anti-équins. Et en fait, voilà, ces bottes anti-équins et qui entraînent votre patient. Voilà, il a une cérébrolésion, vous l'avez sauvé, il a survécu, il va en rééducation. Et ben en fait, souvent, quand il y a un équin et qu'il y a une récupération de toutes les autres fonctions, la seule plainte du patient et le seul handicap est lié à cette cheville qui est déformée et qui aurait pu ne pas survenir si on avait mis en place les mesures de précaution par des bottes. Alors, je vous parle de bottes, mais en fait, il faut savoir qu'il y a un risque aussi sur le plan cutané. Le mieux, c'est de les laisser la nuit, mais d'être capable aussi de surveiller la peau toutes les 4 heures et de se dire que s'il y a des points d'appui qui surviennent, ne pas hésiter à mettre des coussins en bout de pied comme, voilà, pour changer les appuis. Et enfin, la subluxation d'épaule hors traumatisme, c'est quelque chose qui est difficile à dépister cliniquement, mais pensez que pour un patient hémiplégique post-AVC qui a un hémicorps flasque, l'épaule, c'est une articulation qui est suspendue qui est tenue par des structures musculo-tendineuses, et il risque d'y avoir un étirement indolore à la phase initiale qui ensuite se répercute parce que c'est des douleurs pendant plusieurs mois neuropathiques et qu'il suffit en fait de repositionner le coude avec des coussins. Et surtout, je vous invite à ne pas immobiliser l'épaule parce que ça entraîne une perte fonctionnelle apprise, en fait. Donc, de vraiment privilégier la posture au lit plutôt que l'immobilisation. Quand on parle d'objectifs spécialisés, je vous donne cet exemple qui est sur la déglutition. L'idée, c'est de prévenir les pneumopathies d'inhalation, de faciliter vos extubations. Eh bien, j'aimerais vraiment parler du moyen mis en place par les infirmiers et les aides-soignants. C'est ceux qui sont au lit du patient au quotidien et qui sont capables, par des gestes qui font déjà partie de leur quotidien, d'implémenter l'intensité du soin tout en augmentant la participation du patient. Et c'est ces éléments qui sont la base, en fait. Sans ça, on ne peut pas parler d'une intervention spécialisée. Donc la mise en position assise, mais aussi le repositionnement au fauteuil, le fait de surveiller les repas pour éviter les fausses routes, d'aspirer quand il y a besoin. Et ensuite, une fois que ça s'est mis en place, on peut parler de kinésithérapie motrice avec un travail du tonus du tronc, du tonus cervical et de renforcement global, de kinésithérapie respiratoire avec des bilans quand c'est possible et l'utilisation de techniques d'augmentation du flux expiratoire. Et puis, si vous avez de la chance, encore une fois, l'intervention d'orthophoniste pour faire un bilan, d'ergothérapeute pour revoir la position au fauteuil et au lit.
Et surtout des familles, pensez que c'est eux qui peuvent apporter l'alimentation en texture adaptée et surveiller les repas quand ils sont en capacité de comprendre les risques et que ça libère du temps pour que les infirmiers puissent faire leurs soins. Et puis des bilans simples, c'est voilà, la fréquence des pneumopathies, la fréquence des fausses routes, le nombre d'aspirations, le temps de tenue au fauteuil. C'est des choses que vous pouvez recueillir en interrogeant vos équipes et en interrogeant les kinésithérapeutes. Dans le meilleur des mondes, on a des kinésithérapeutes qui peuvent intervenir tous les jours pour tous les patients, mais en fait, le soignant de kinésithérapie est un soignant rare et précieux, et parfois on ne peut pas leur demander. Enfin, c'est difficile d'avoir une telle intensité de soins de rééducation. Et du coup, j'aimerais vous proposer de discuter de matériel de rééducation précoce pour permettre de libérer du temps aux rééducateurs spécialisés. Et en fait, il y a un objectif un moyen qui est commun à tous les objectifs spécialisés, qui est celui de la mise au fauteuil. Ça n'a pas de sens de parler de marche si le patient n'a pas de tonus du tronc comme pour tenir assis ou faire ses transferts. Il y a des moyens qui peuvent être adaptés à la fragilité de votre patient. Une mise en position au fauteuil avec le tronc le plus vertical possible et les jambes le plus bas possible, c'est déjà un début de travail pour un patient qui est attaqué par l'affection qui l'a amené en réanimation, et ça peut être fatigant. Vous avez une transition entre le lit-fauteuil et le fauteuil qui est certains coussins de positionnement. Quand vous craignez que votre patient ne supporte pas bien la mise au fauteuil ou que sa temps de tenue au fauteuil est trop courte, et du coup ça implique que les soignants fassent un transfert en 10 minutes, puis un transfert puis un autre transfert en 10 minutes. Voilà, ces outils peuvent vous aider. Et puis voilà, pensez aussi que tout ce qui va faciliter la mise au fauteuil du patient, comme des rails au plafond ou des utilisations de matériel de transfert, ce sera un transfert plus facile à faire par vos infirmiers et donc plus fréquemment réalisé. Comprendre que cet objectif, ce moyen est commun à tous les objectifs, c'est dire, voilà, votre patient assis, il ventile mieux, il est en meilleure posture pour déglutir, il est en meilleure posture pour communiquer. Et voilà, c'est différent que de passer la journée allongé à regarder le plafond que d'être assis et de voir des gens passer pour pouvoir entrer en communication. Un autre outil qui est l'entraîneur motorisé de jambes et de bras au lit. Ça peut être installé par vos kinésithérapeutes avec un programme et des explications données aux patients. Il peut y avoir une participation plus ou moins active et ça permet aux kinésithérapeutes d'intervenir pour d'autres patients en même temps. Et enfin, j'aimerais vous parler d'un matériel, d'un outil de désencombrement, d'insufflateur-exsufflateur qui permet d'aider à la kinésité respiratoire, surtout dans les plages horaires où il n'y a pas de kiné, notamment la nuit ou en week-end, pour permettre de désencombrer facilement vos patients. Voilà, je ne sais pas s'il y a le volume sur la vidéo. Est-ce que c'est possible de... Pardon. Je ne sais pas si c'est possible de mettre le volume sur la vidéo ou pas. Oh non. Voilà, c'est un patient du service qui a donné son accord pour être filmé. Bon, on n'entend pas, mais l'idée c'est le patient, donc vous voyez le dispositif qui est en bas à gauche, qui est pré-réglé par le kinésithérapeute. Ça peut être fait au masque à la bouche ou en trachéotomie. Et le patient, il va entendre et être guidé par le soignant pour inspirer ou expirer. C'est un outil d'aide à l'atout. Et en fait, ce qu'on voit en fin de séance, c'est que ça a permis de faire remonter les sécrétions en bouche. Et donc, voilà, c'est un outil qui peut être intéressant. Juste pour conclure, je voudrais mes recommandations pour débuter une rééducation en réanimation, c'est déjà de comprendre en quoi c'est utile, ces prérequis, ne jamais perdre de vue l'objectif commun de la prévention des complications, être capable de communiquer sur ces prérequis avec vos équipes et de les sensibiliser, vous dire que c'est la base finalement à toute rééducation et que ça permet une rééducation spécialisée par les kinésithérapeutes et qu'il existe des outils d'aide pour cette rééducation spécialisée, que finalement le premier moyen que vous pouvez mettre en place vous dans vos réanimations, c'est d'asseoir vos patients au fauteuil. Voilà, je vous remercie de votre attention.